L'agent en développement agroalimentaire de la MRC d'Argenteuil a mis en lumière des entreprises et des organismes de la région lors du lancement du PDZA. J'inviterai sans plus tarder nos entreprises aujourd'hui pour nous partager un peu leur entreprise, leur quotidien, leurs besoins, attentes, et ainsi de suite. Donc, j'inviterai d'abord, prenez place, là, producteurs, productrices, asseyez-vous. Donc, quand je vais vous appeler, Stéphane Gay. Stéphane est propriétaire de la ferme Gay-Clair, située à Brancheboeuf-Chatham, producteur de 3e génération à la ferme. Stéphane a été producteur laitier de 2004 à 2018. Il a commencé sa production bovine en 2019-2020 et depuis, il effectue la vente de ses produits à même sa boutique à la ferme et lors de certains événements festifs. Notons qu'il est également producteur de grandes cultures et de céréales. Je tiens à mentionner que sa production bovine en agriculture régénérative lui a permis en 2022 de représenter le Québec dans le cadre du prix national de l'intendance environnementale de l'Association canadienne de bovins. Merci Stéphane. J'ai fini deuxième au niveau national. Vous avez compris? Il a fini deuxième au niveau national. J'inviterai la ferme Les Herbes Chouettes, Laura Anne, copropriétaire de la ferme Herbes Chouettes avec Uriel Madran-Cyr. Laura Anne s'est développée une expertise pour le potentiel des plantes médicinales afin de prendre soin de soi, des autres et de l'environnement. Les produits de la ferme se retrouvent à la boutique Herbes Chouettes, située sur la rue principale à la Chute, qui sert à la fois de point de vente et à la transformation de leurs produits. La brasserie Le Cire Jaune, j'inviterai Maxime Hébert et Joël Duprat, qui sont copropriétaires de la brasserie depuis l'été 2019. Et finalement, j'inviterai Mélanie Guénette, en lien avec le projet d'agriculture communautaire sur les terres de la MRC d'Argenteuil. Mélanie est graduée du Centre de formation agricole de Mirabel en 2020, qui effectue actuellement une attestation d'études collégiales en production maraîchère biologique au cégep de Victoriaville. Mélanie travaille avec l'équipe de la MRC depuis 2023. Je vais vous poser des questions à tour de rôle, puis je vais commencer avec toi, Stéphane. Stéphane, qu'est-ce qui t'a amené vers la production bovine en agriculture régénérative? C'est quoi qui t'a amené vers la production bovine pour l'agriculture régénérative? Bien, tout d'abord, ça prend toujours un élément déclencheur pour une personne pour changer de mentalité dans la façon dont on produit les choses. Moi, ça a été d'observer mes analyses de sol puis voir qu'il y avait une détérioration de la matière organique. Fait que là, si j'ai moins de matière organique, je vais avoir moins de rendement, moins de rétention d'eau. On parle de changement climatique, les coups d'eau qu'on a, mais c'est des trucs qu'il fallait que je change. Fait que j'ai juste appliqué le gros bon sens, puis donc les 5 piliers de l'agriculture régénératrice, c'est protéger nos sols l'hiver, fait avoir des sols qui sont vivants à l'année, biodiversité dans les champs, fait moins de monoculture ou d'incorporer des plantes pour diversifier un peu nos monocultures, ramener les animaux au champ. Mon grand-père avait des animaux dans les champs, on n'en voit plus nulle part. Fait que l'impact animal dans les champs. Ensuite, je m'oublie peut-être, arrêter le travail des sols. Fait que j'ai arrêté les labours de sol, ça fait déjà 3 ans. On en fait un peu encore. Je ne maîtrise pas l'art du sans travail de sol, mais on y arrive bientôt. Puis le dernier pilier, c'est de réduire l'utilisation des pesticides, insecticides, tous ces trucs-là. Fait que nous, les animaux à la ferme, il n'y a plus de vermifuges ni d'insecticides aux animaux. Comment on va pallier à ça? On amène des herbes, des plantes au champ, les animaux vont se servir eux-mêmes. Fait qu'on crée un peu le même pattern à ce moment-là dans les champs. À chaque fois qu'une vache rentre dans une parcelle, au fond à gauche, c'est la pharmacie. C'est drôle parce qu'à chaque fois qu'on change les animaux, ils vont là. Fait qu'ils sont capables de s'auto-booster leur système immunitaire comme ça. Fait que moi, c'était l'élément déclencheur. Puis depuis, là, cette année, c'était la première fois qu'on prenait les analyses de sol depuis ces changements-là. Puis il y a déjà un impact positif sur le taux de matière organique. On peut perdre jusqu'à 1% de matière organique par année, mais ça prend 4 ans pour gagner le même pourcentage. Donc, puis on a déjà des impacts sur les pratiques qu'on fait. Puis 2, bien, je voulais ramener des animaux. On parle de bien-être animal. Là. Tout le monde veut manger une vache, de la viande qui vient d'animaux qui sont bien traités. Les animaux sont au pâturage. Ils sont encore dehors aujourd'hui. Puis oui, il y a plu hier, mais ça crée des animaux résilients.
effectivement, c'est ça qu'on veut offrir, puis avoir une viande qui est plus nutritive à la communauté. Donc, on parle aussi en même temps les paysages. Toi, tu emmènes le point d'un producteur agricole. Moi, je t'emmène le point de quelqu'un qui parle sur la montée de la branche, puis que je vois les animaux au pâturage, donc paysage agricole. Stéphane, c'est quoi tes principaux enjeux actuellement associés avec la mise en marché de tes produits? Bien, moi, je vous dirais, c'est niveau transformation, puis tu parlais tantôt des cuisines C1. On en a deux dans la région, il y en a une qui est fermée en ce moment. Je veux dire, moi et Joe, on en parle souvent, on essaie de créer quelque chose de collectif pour pouvoir partir ces trucs-là, comme Ferme Grand-Duc, pour ne pas la nommer. Écoute, c'est un pilier dans la région, cette entreprise-là. Il ne faut pas la perdre. Fait que la MRC, je crois, a un gros rôle à jouer dans ce mouvement-là, puis de se réunir tous ensemble. Tu sais, c'est autant moi, en tant que producteur, les transformateurs. Donc, c'est le plus grand enjeu, c'est d'avoir des emplacements certifiés MAPAC pour être capable de produire en quantité. Puis, collectivement, si j'ai besoin de cuisine une journée par semaine, je ne veux pas investir chez moi pour une journée par semaine, même si c'est dans ma cour. C'est drôle parce que je suis Roxy Cake depuis le tout début. Puis je me suis dit, la journée que cette personne-là va devoir s'établir ailleurs, ça confirme ce que je pense. On a besoin de locaux, collectivement. Puis là, où est-ce qu'on les envoie, ces gens-là? Bien, faites-toi quelque chose sur la même. Vous faites la même chose, vous avez un local pour se transformer, ou on les envoie à Saint-Agathe. On peut-tu garder notre monde dans la région? Exact. On peut-tu les mettre dans le même building? Oui, on peut le faire. Il faut juste arrêter d'être égoïste, puis il faut penser plus collectivement. Exactement. Puis, et un point important à mentionner, c'est la recherche de local collectif qui peut servir autant pour le secteur de la viande que l'ensemble des autres secteurs, peut-être moins brassicole ou vinicole, là, on s'entend, là. Mais c'est ça. Donc, en effet. Merci, Stéphane. Puis, je dirais, c'est quoi les pistes de solutions que tu aimerais voir afin de faciliter la transformation et ta mise en marché? Ça serait quoi que tu aimerais voir? Oui, tu parles du local collectif, mais est-ce qu'il y avait d'autres points que tu voulais mentionner, emmener, que tu aimerais voir, comme à la ferme? Tu sais, on parle souvent d'équipement pour ton stock et ainsi de suite. Y a-t-il des exemples comme ça que tu aimerais... Peut-être les entreposages physiques, ça devient très difficile, ce côté-là. Mais outre ça aussi, peut-être les normes. Je suis content, un représentant du MAPAC ici aujourd'hui. C'est pas de réduire les normes, c'est de les mettre un peu plus brillantes. On dirait qu'au Québec, on est tous des épées. Aller au Mexique, il y a des poulettes pendues dans la rue qui ont été tuées le matin, puis ils sont pas morts. Fait que je pense qu'il va être temps que les personnes en place arrêtent d'essayer de sauver une personne, puis qu'on enlève tous les bienfaits à des millions de gens. Je bois du lait cru depuis que je suis venu au monde. Je suis en parfaite santé. Ouais. On abat des bœufs dans le cours en arrière pour notre consommation personnelle, puis je ne suis pas mort non plus. Et là, je suis content, il y a un projet en Colombie-Britannique. Ils ont commencé l'abattage à la ferme sous supervision. C'est super. Je pense qu'il va être temps de remettre les agents sur le terrain au lieu de faire des poussures de crayon avec, puis de voir c'est quoi la vraie réalité. Les gens redemandent, et de plus en plus en demandent, pourquoi vous avez... J'ai la question à chaque fois, pourquoi vous n'abattez pas à la ferme? Ouais. Si vous avez un heure à passer, ça va être beau, mais je pense que collectivement, il va falloir se parler, puis il y a une grosse réforme là-dedans, côté réglementation, puis limiter le nombre de permis. Pourquoi quelqu'un a besoin de 8 permis pour faire quelque chose, alors ça en prendrait juste un? Exact. Et merci Stéphane de nous partager tes réalités, puis je te terminerai avec une dernière question. Depuis 2022, tu es une des fermes qui sur le territoire, qui participe au service de l'artère. Le service de l'artère qui permet à la relève de louer des parcelles sur ta ferme qui sont mises à leur disposition pour démarrer leur projet. C'est quoi les raisons qui t'amènent à partager certaines de tes parcelles à cette relève-là agricole? En faisant le virage vers le régénératif, en anglais on appelle le holistic management. Dans le côté holistique, il y a le fait de créer le plus de micro-entreprises possible sur le même espace donné. Donc, si on peut avoir 28 entreprises sur le même espace donné chez moi, pourquoi pas? Ça va profiter à la collectivité, on va avoir plus d'entrepreneurs dans la région, on va développer le côté agricole. Fait que, mon rêve, moi, c'est d'avoir une communauté chez moi de 25 familles, puis pouvoir nourrir, puis de vivre en autosuffisance.
C'est mon objectif, c'est mon rêve. Est-ce que ça va se réaliser un jour avec les lois en place? Jamais. Mais ça permet à des jeunes entrepreneurs de pouvoir s'installer. Puis, écoutez, là, on a les herbes chouettes avec leur projet. Il y a un projet de miel qui s'en vient. C'est ça. Il y a plein de projets qui s'en viennent. Fait que pour moi, c'est important chaque espace donné, c'est important de le développer adéquatement puis d'arrêter. Oui, il faut faire de la grande culture, mais on peut-tu nourrir notre monde localement, s'il vous plaît? Merci Stéphane de ton témoignage. En effet, c'était une très belle passe sur la palette pour Laura-Anne avec l'artère. Fait que, Laura-Anne, pour toi, c'est comment tu as découvert la région? Puis j'oserais même dire, pourquoi la MRC d'Argenteuil? Bonne question. Et juste avant de commencer, je soutiens fortement ton message. Bravo, c'était super, donc, ça commence avec un monsieur qu'on trouve au fond ici de la salle, monsieur Stephen Matthews. En fait, nous, ça faisait un petit bout, on était à Montréal. Moi, je suis herboriste, mon conjoint Uriel est sommelier. On se replace 2019-2020. Paysage pandémique à Montréal dans un petit appartement. On voulait changer d'air. Moi, je voyais vraiment la façon pour continuer ma carrière en tant qu'herboriste, c'était vraiment d'avoir en fait une terre sur laquelle je pouvais faire pousser mes plantes. Par contre, on cherchait des maisons et, comme on peut le savoir, le prix des maisons augmente sans cesse. En tant que premiers acheteurs, ça regardait de plus en plus impossible de se trouver une maison. Par contre, à un moment donné, on était quand même allé une visite. Et moi, ça faisait quelques temps que je vendais mes produits dans le marché de Stephen à Morin Heights. Et puis, en revenant d'une visite de maison très découragée, on a vu Stephen qui nous a dit « Ben, pourquoi vous venez pas à St. Andrews? St. Andrews is the place to be! » Et on était comme « C'est quoi ça? » Honnêtement, j'avais jamais mis les pieds à la chute avant. Puis, ça nous a vraiment ouvert les horizons. On est allé... en fait, on a commencé à regarder le coin, qui nous a intéressés grandement. Et on est vraiment tombé en amour, justement, avec le patrimoine, avec le paysage aussi, autant au niveau architectural, à la rue principale à la Chute, c'est vraiment intéressant, le paysage agricole. Et on a vu peu à peu, à travers nos rencontres, qu'il y avait beaucoup de possibilités ici, en fait, pour nous et notre projet et la communauté. Merci, Laura-Anne. Puis, comment tu as entendu parler des services de l'artère? Qu'est-ce qui t'a emmené à ce niveau-là? Donc, c'est ça. Dans cette recherche-là, pour trouver une place où s'installer, trouver quelque chose d'abordable aussi. Donc, comme je mentionnais, on cherchait vraiment, notre vision, c'était vraiment au début juste trouver une maison avec un terrain sur lequel on pouvait cultiver des plantes médicinales. Ça s'arrêtait un peu là. Par contre, on a vite réalisé justement que le coût était complètement inaccessible pour nous, surtout en tant que premier acheteur. On était les deux dans le monde de la restauration, on n'avait plus de job. Puis... Parce qu'on est en pleine pandémie. Oui, c'est ça, en pleine pandémie, exactement. C'est ça, exactement. Puis, on est vite arrivé à la conclusion, en fait, que pour faire en sorte que le projet fasse du sens et soit réalisable, qu'il faudrait soit qu'on loue ou qu'on achète une terre agricole. Mais encore là, le coût semblait encore un peu inaccessible pour nous d'acheter une terre agricole. On ne vient pas d'un milieu agricole, donc même juste rencontrer des producteurs et tout ça, ça semblait trop grand pour nous, si on veut. Puis c'est en faisant beaucoup de recherches, à un moment donné, on est tombé sur une publication sur Facebook, je pense, dans un groupe où quelqu'un parlait de l'artère. On est allé faire nos recherches. C'est là qu'on a vu le magnifique vidéo de la ferme La Roquette qui parlait justement de leur parcours avec l'artère. On s'est dit que que c'était vraiment trop beau pour être vrai. C'était exactement ce qu'il nous fallait. Et on a pris contact avec vous. Puis vraiment, ça a parti de là. C'est comme ça que ça s'est passé. Et maintenant, vous avez une terre Oui, à la ferme Gay-Clair. Donc en fait, on a trouvé un appartement à la Chute. 2 semaines après, on est retourné au marché à Montréal. Et puis, on a rencontré Stéphane. Je pense que c'est Uriel qui est allé le voir. Ils se sont mis à parler. Puis, en l'espace de 10 minutes, ils ont réalisé que que nos 2 projets étaient inscrits à l'artère. Ça a fait une belle connexion. Puis, en fait, on est parti de là.
on a fait tout le processus. Excellent. Merci. Maintenant que que vous êtes, Uriel et toi, bien établis dans la région, c'est quoi vos projets d'avenir pour la ferme Herbe Chouette? Donc, c'est sûr, on en a quand même beaucoup. C'est notre 2e année en production. On entame la fin de la 2e année. Donc, c'est sûr, nous, on est une ferme de plantes médicinales et avec un volet vignoble qui s'en vient très bientôt. Donc, c'est sûr, tout le côté médicinal, c'est de continuer de mettre ça de l'avant, augmenter notre offre aussi, augmenter nos canaux de distribution. Donc, on aimerait vraiment être de plus en plus présents dans les différents commerces locaux, les restaurants locaux, mais aussi à l'extérieur de juste notre région ici. De continuer aussi à rendre ça accessible et amusant, l'intégration des plantes médicinales dans la vie de tous les jours des gens. Donc, vraiment, continuer le volet éducationnel aussi par rapport à ça. Là, on se prépare aussi à planter 3500 vignes au printemps 2025. Donc, ça, c'est vraiment un gros projet, surtout dirigé par Uriel, justement. Puis, ça, c'est dans le but de faire la production de vin. Notre but aussi, en commençant la ferme, en fait, c'est de joindre vraiment nos 2 passions, nos 2 métiers, donc la sommellerie et l'herboristerie. Donc, on va travailler justement sur innover un peu le monde du vin au Québec dans ce sens-là, donc vraiment faire des macérations aussi avec les plantes médicinales, avec d'autres petits fruits aussi. Puis, en fait, qu'est-ce que d'autre que je voulais dire? C'est parfait. C'est bien, ça. C'est pas... Ouais. Merci. Le côté agrotouristique. Oui, aussi. c'est vrai, bon point. Oui, c'est ça. Donc, C'est vraiment ça. mettre de l'avant le côté agrotourisme à la ferme. Donc, on a commencé un projet avec la ferme Guy-Claire, justement, il y a 3 ans déjà, qui était l'autocueillette de tournesol, qu'on a un peu repris le flambeau à la ferme. Puis, on fait aussi l'autocueillette de plantes médicinales. Donc, continuer vraiment de mettre ça de l'avant puis partager ça. Fait que vous voyez l'importance de la possibilité pour des entrepreneurs de mettre en place, d'avoir accès à la terre. Puis, si ma mémoire est bonne, c'est une entente de location avec, s'il y a de l'ouverture, avec possibilité d'une demande auprès de la Commission de la protection du territoire agricole pour éventuellement que ça devienne votre propre lot agricole. C'est ça. Nous, on a un peu besoin de ça pour la production de vin, en fait, étant donné qu'on doit bâtir un lieu. C'est ça, quand on parle de transformation, les enjeux que ça amène. Nous, notre lieu de transformation doit être sur la ferme. Donc, il faut être propriétaire, justement, et il faut que ça soit à proximité des vignes. Donc, il y a vraiment beaucoup de règlements en place qui mettent des freins, parce que nous, on aurait pu, justement, si ça n'était pas en place, de bénéficier d'un lieu communautaire où, exact. C'est ça. Okay. Fait que voilà. Merci, Laurent. Maintenant, dans Merci. Yes. Maxime et Joël, je m'adresse à vous. La brasserie de Cire Jaune, elle valorise énormément les entreprises locales ainsi que leurs produits. C'est quoi vos motivations à participer à cette économie locale au sein de la... Bien, en fait, c'est simple. Il y a 5 ans qu'on a parti la brasserie. Tu sais, nous, on est des gars du coin. Je pense qu'on vient avec notre réseau de contacts aussi. Il y a beaucoup de visages connus dans l'assistance aujourd'hui. Donc, c'était assez simple pour nous, dans nos valeurs d'entreprise, d'établir ces contacts-là puis de les mettre de l'avant, de les faire participer avec nous, autant au niveau de la bière que dans le restaurant. Donc, quand je parle de la bière, on parle de sirop d'érable, on parle de producteurs de miel, on parle de petits fruits avec la MRC. Au niveau restaurant, on parle de viande, on parle de légumes. Donc, tu sais, c'est de faire briller ces gens-là, ces entreprises-là avec nous, puis aussi à l'extérieur de notre communauté. Puis même la présentation avec le marketing ou les locaux, étiquettes avec des artistes locaux, ou ainsi de suite. Ça, exact. Donc, gros sentiment d'appartenance à la région, puis on aime notre région, puis on veut juste la faire briller. La faire rayonner, oui. Rayonner. Excellent. Joël, on se connaît parce qu'on travaille ensemble dans le cadre d'un projet en lien avec les petits fruits émergents. Puis à chaque fois que je vais te voir, je vois que tu es toujours en quête de nouveautés, tu cherches de nouvelles choses. Autant pour la brasserie, ta clientèle, c'est quoi tes souhaits qui vont permettre de faciliter d'atteindre ces objectifs-là dans tes projets de développement? Bien, déjà,
tout ce qu'on a travaillé ensemble, ça nous a permis d'expérimenter beaucoup avec des petits fruits qu'on connaissait très peu, ou qu'on n'avait pas d'accessibilité, surtout localement, c'est certain. Fait que déjà ça, je te remercie, toi et ton équipe, pour ça, parce que ça nous a permis vraiment de pousser un peu plus nos fermentations, notre macération avec petits fruits, des trucs qu'on faisait pas beaucoup avant. On était plus concentré dans les IPA, on pourrait dire. Puis c'est quelque chose qu'on a toujours voulu faire, par contre, des bières qui sont vieillies en barrique, puis qui ont plusieurs étapes de fermentation et de refermentation. Puis avec les petits fruits, avec l'accès local, avec les petits fruits comme ça, on a pu tester avec différents niveaux d'ajout à des différents moments, ou ainsi de suite, pour créer pour amener des possibilités différentes, puis aussi de faire peut-être découvrir des fruits qu'on n'est pas habitué de voir, surtout dans des bières, puis des types de bières aussi que le monde ne sont pas habitués. Fait que un souhait, ce serait qu'il y ait une accessibilité quand même plus facile et en plus grande quantité, parce que souvent, c'est comme exemple la framboise noire. C'est un fruit qu'on adore travailler, qu'on aimerait travailler beaucoup plus, mais l'accessibilité est très, très difficile. Il y en a très peu. Ou aussi le raisin, parce qu'on aimerait beaucoup faire des hybrides 20 bières. Et acheter du raisin, c'est pas facile, vraiment difficile. Oui, c'est ça. On va pouvoir avoir vos petits raisins pour encore mûrs au début. Mais on aimerait aussi avoir des beaux gros raisins bien juteux pour faire vraiment des macérations avec une partie bière, parce que on a cette permission-là en tant que brasseur de pouvoir avoir un pourcentage de fruits comme le raisin. Puis ça, c'est quelque chose qu'on aimerait travailler, des bières tranquilles, qui est presque un vin, on pourrait dire, qu'on pourrait servir à la brasserie pour les non-amateurs de bière. Exact. Vous voyez, déjà, il y a du partenariat qui est en train de se faire. Vous voyez qu'il y a des possibilités pour des entreprises sur le territoire. Lorsqu'on parle au niveau du poulet, 100 poulets, 300 poulets, souvent, c'est des revenus d'appoint pour une production principale. Ça pourrait être la même chose dans les petits fruits émergents pour le côté brassicole. Ça peut être des producteurs de fonds du maraîcher qui décident de développer une production par un partenariat avec la brasserie au Cire-Jaune. Donc, il y a des possibilités, mais pour ça, ça prend du maillage, ça prend de travailler ensemble, en collectif, et ainsi de suite. Donc, merci, Joël. J'aimerais juste rajouter, oui, quand on parle avec d'autres brasseries au Québec, on est quand même très chanceux d'avoir ça proche de chez nous. Tu sais, c'est vraiment une chance d'avoir un territoire et des possibilités comme ça. Puis je pense qu'il y a plusieurs jaloux oui, dans ce Québec. Oui, vraiment. Tout à fait. Et en dernier, on pourra présenter les produits. C'est Joël, dans les produits qui parle, c'est que sur les terres de la MRC d'Argenteuil, il y a le laboratoire agroforestier sur lequel, depuis 2017, on fait pousser des petits fruits émergents. En fait, l'objectif de ce projet-là, c'est simplement que si un producteur veut démarrer ce type de production-là, il y aura déjà les fiches techniques en main, il y aura déjà l'ensemble des informations pour démarrer son projet. C'est un peu ça l'objectif, puis d'aller jusqu'à la commercialisation pour dire, regardez, ça fonctionne. Donc, parce qu'on s'entend, c'est pas le rôle de la MRC de faire produire des petits fruits. Son rôle, c'est de démontrer que ça peut fonctionner et créer des partenariats avec d'autres entreprises. Alors, merci de votre... On parle de terres agricoles de la MRC et il y a un autre projet aussi sur ces terres-là. C'est le projet d'agriculture communautaire qui est, suite à l'acquisition en 2013, la MRC d'Argenteuil est devenue propriétaire d'une terre agricole. En 2015, a démarré le projet d'agriculture communautaire. Aujourd'hui, depuis, comme je le disais quand je t'ai présenté, Mélanie, depuis 2023, tu es chargée de projet. Donc, Mélanie, comment a été ta saison 2024? On a eu une belle saison, contrairement à l'année passée, avec les enjeux météorologiques. Il y a eu beaucoup de pluie cette année. On a eu vraiment des belles récoltes. Ça a été une belle saison. Oui, puis ces récoltes-là, ils sont distribués où? Comment vous organisez votre En fait, les récoltes, c'est les employés du champ qui les récoltent principalement. Et aussi, on a beaucoup de bénévoles, fait qu'avec les bénévoles. Puis, on les distribue à nos différents partenaires. On a environ une douzaine. On a le Café Partage, Moisson Laurentide, Centre d'entraide d'Argenteuil, Pédiatrie sociale. Fait que nous, on partage
nos récoltes avec eux. Puis eux, ils distribuent soit frais ou transformés à leur clientèle qui ont souvent des enjeux de sécurité alimentaire. Puis, dans cette... on voit que c'est pas uniquement local, c'est aussi régional comme projet. Puis, on peut aussi faire des liens parce que quand vous allez découvrir le document du plan de développement de la zone agricole, vous allez voir, on fait aussi les liens avec les fameux plans des planifications territoriales aussi. C'est les plans des communautés nourricières qui sont possibles à mettre en place au niveau municipal. Donc, ça permet de faire des liens à ce niveau-là. Mélanie, aussi, est-ce que tu as d'autres volets auxquels tu aimerais nous partager dans le cadre de ce projet-là? Parce que là, tu viens nous parler de la logistique avec tes partenaires avec qui tu travailles, mais j'imagine que tu as d'autres volets sur lesquels tu voulais nous partager. Oui, on a le volet éducatif, en fait. Fait qu'il y a beaucoup d'enfants, il y a des écoles primaires de la région, la pédiatrie sociale, la maison de la famille, les adolescents de la polyvalente, la vigne. Ils viennent passer des demi-journées au champ, ils viennent faire du bénévolat, ils viennent apprendre tous les aspects de l'agriculture. Ils viennent faire des récoltes, puis eux, ils apprennent, dans le fond, à comment faire pousser les légumes, puis comment ça se passe, d'où ça vient, puis ils sont vraiment contents après de pouvoir voir tout ça. Puis, il y a aussi le volet social, avec le Centre d'immigration région, d'ailleurs, qui viennent au champ pour faire du social, pour apprendre le français, puis pour apprendre la région. Puis, eux, d'ailleurs, c'est ça, ils font des ateliers culinaires. Le Centre d'immigration région puis la polyvalente La Vigne font des ateliers culinaires avec nos légumes. Puis, tous les bénévoles, dans le fond, qui viennent au champ, eux, c'est comme s'ils viennent faire une expérience. Là, pour eux, c'est une expérience de venir au champ puis de travailler avec nous. Puis, chaque bénévole repart avec un panier de légumes. À chaque fois qu'il y a des bénévoles, ils repartent toujours avec des légumes. Fait que ils sont vraiment très contents. Ils sont contents, hein? Ils sont contents d'aider, de venir avec nous, d'aider, puis de voir ça, puis de pouvoir partir avec les récoltes qu'ils ont faites souvent. Là. Autant des cultures en champ, en serre, c'est ça, exact. Mais merci, Mélanie.